Bonjour. Dans ce chapitre numéro 4, on va aborder l'énergie interne et le premier principe de la thermodynamique. C'est un chapitre très important. Après avoir vu le principe zéro de la thermodynamique, nous voilà maintenant à aborder le premier principe de la thermodynamique. Ce chapitre va être divisé en 3 parties. La 4.1, énergie interne. La 4.2, le premier principe. Et la 4.3, la fonction enthalpie. La 4.1, énergie interne. Quel que soit l'état d'un système, solide, liquide ou gazeux, il est composé à l'échelle microscopique de petites particules. Ces particules sont les atomes, les molécules, les ions. Ces particules sont toujours en vibration dans le cas des solides et en mouvement pour les fluides, ça veut dire liquide et gaz. Et à cette cinématique microscopique des particules microscopiques est associée l'énergie cinétique interne totale. Supposons qu'on a n particules, bien que n, c'est un nombre qui doit être infini. Donc, chaque particule va avoir son énergie cinétique. La première particule a son énergie cinétique, la deuxième, la troisième, etc., jusqu'à la énième particule. Et la somme de toutes ces énergies cinétiques, de toutes ces particules, va nous donner l'énergie cinétique interne totale. De plus, entre ces particules, ces mêmes particules, atomes, molécules et ions, à l'échelle microscopique, toujours, existent des forces d'interaction. Ces forces d'interaction peuvent être d'attraction, ça veut dire les particules s'attirent les unes vers les autres, ou de répulsion, ça veut dire les particules se repoussent les unes et les autres. À ces forces d'interaction est associée une énergie potentielle interne totale de toutes les particules. Donc l'énergie potentielle interne totale est égale à la somme des énergies potentielles individuelles des particules. Supposons qu'on a n particules, donc on va sommer les énergies potentielles internes de n particules. Et ça va nous donner l'énergie potentielle interne totale. Donc au niveau microscopique, on a l'énergie cinétique des particules et on a les énergies potentielles des particules.
Dans la définition, on va introduire l'énergie interne d'un système. Cette énergie interne va être la somme totale de toutes les énergies internes individuelles des particules qui composent la matière. Donc, en faisant la somme de l'énergie cinétique interne totale et de l'énergie potentielle interne totale, nous donne l'énergie interne. Donc, l'énergie interne d'un système thermodynamique, il a attrait aux énergies microscopiques, qu'ils soient cinétiques ou potentielles, qui existent entre les particules élémentaires de la matière, comme sont les atomes, les molécules et les ions. L'énergie interne du système, on la note par U, est la somme des énergies microscopiques du système. Son unité dans le système international, c'est le joule, puisque c'est une énergie. Maintenant, l'énergie totale du système. Ça veut dire le système peut avoir d'autres énergies à part l'énergie interne ou l'énergie microscopique. Il peut, à l'échelle macroscopique, avoir d'autres énergies qu'on appelle l'énergie macroscopique. Donc, cette énergie macroscopique vont être inclus l'énergie cinétique macroscopique, ça veut dire le déplacement que peut effectuer le système à l'échelle macroscopique, et l'énergie potentielle macroscopique. Donc, l'énergie totale d'un système, c'est l'énergie macroscopique plus l'énergie microscopique. L'énergie macroscopique, c'est la somme entre l'énergie cinétique et l'énergie potentielle à l'échelle macroscopique. Et l'énergie microscopique, c'est la somme des énergies internes totales, cinétiques et potentielles à l'échelle microscopique. Donc l'énergie totale E, finalement, s'écrit sous cette forme. EC plus EP pour les énergies macroscopiques. EC désigne l'énergie cinétique macroscopique, due au mouvement du système sous l'effet des forces externes ou au mouvement uniforme. On sait qu'un corps en mouvement uniforme, ça veut dire à vitesse constante, normalement, il n'est pas subi aux forces. EP, c'est l'énergie potentielle. Elle est due à des forces extérieures comme la force de pesanteur ou la force de gravité, c'est la force qu'exerce la Terre sur les objets qui sont sur elle ou proches d'elle, et la force électromagnétique, qui est aussi une force à distance. Si le système est soumis à un champ électrique et un champ magnétique. Donc voilà la définition de l'énergie totale du système, qui inclut les énergies macroscopiques et l'énergie interne. Ce qui nous intéresse, nous, en thermodynamique 1, c'est
l'énergie interne due aux énergies cinétiques et aux énergies potentielles internes des particules qui composent le système thermodynamique. Premier principe. L'énoncé du premier principe est le suivant. La somme du travail W et de la chaleur grand Q échangée par un système fermé avec le milieu extérieur au cours d'une transformation qui le fait passer d'un état 1 à l'état 2 est égale à la variation de son énergie interne, delta U. Delta U, ça veut dire la variation de l'énergie interne entre l'état 1 et l'état 2. Cette variation de l'énergie interne delta U, c'est égal à la différence entre l'énergie interne à l'état 2 moins l'énergie interne à l'état 1. Si la transformation se fait à partir de l'état 1 vers l'état 2. Si la transformation se fait dans le sens inverse, ça veut dire on commence à l'état 2 et on va vers l'état 1, ça va être U1 moins U2. Donc l'énergie interne, c'est quelque chose c'est une énergie intrinsèque au système thermodynamique. Ça veut dire c'est lié à ce qui se passe à l'échelle microscopique du système thermodynamique. Et cette variation d'énergie interne d'un système thermodynamique au cours d'une transformation est due aux échanges que le système thermodynamique effectue avec le milieu extérieur. Ces échanges sont sous forme de travail et de chaleur. On va récapituler. Le système va échanger avec le milieu extérieur soit du travail, soit de la chaleur, ou bien les deux à la fois. Et ces échanges vont induire sur la variation de l'énergie interne du système thermodynamique. Ça veut dire que le système thermodynamique qui était à l'état 1 avait une énergie interne U1, mais à l'état 2, le système thermodynamique, son énergie interne a complètement changé, est devenue U2. Donc, physiquement, l'énergie interne ne peut pas être mesurée. Ce qui peut être mesuré, c'est sa variation, delta U. L'énergie interne d'un système, à un état donné, on ne peut pas le mesurer. Par contre, on peut mesurer sa variation au cours d'une transformation, grâce à la connaissance du travail que le système a échangé avec le milieu extérieur et de la chaleur qu'il a échangé avec le milieu extérieur. Remarque, delta U est indépendante de la nature des transformations. Donc delta U, cette variation delta U ne dépend pas de la nature de la transformation. Quel type de transformation, réversible ou irréversible, ou c'est une transformation isobare suivie d'une transformation isocore, peu importe.
le type et la nature de la transformation, la variation de l'énergie interne ne dépend pas du type de la transformation. Ce qui veut dire qu'il va donner toujours le même résultat si le point de départ c'est l'état 1 et le point d'arrivée c'est l'état 2. Peu importe par où s'est fait la transformation. Par exemple, ça peut se faire à pression constante et après à volume constant. Ça peut se faire à volume constant et après à pression constante. Ça peut se faire directement. Ça peut se faire sur un chemin bien régulier. Donc, le résultat va être le même puisque d'état 1 ne dépend que de l'état d'arrivée, l'état 2, et de l'état de départ, l'état 1. Donc, d'état U ne dépend pas du chemin suivi par la transformation et ne dépend que de l'état initial et de l'état final. Contrairement au travail et à la quantité de chaleur, ces deux grandeurs dépendent du chemin suivi. Donc le travail et la quantité de chaleur dépendent du chemin suivi pour aller de l'état 1 à l'état 2. Leurs valeurs ne vont pas être les mêmes si je passe par là ou je passe par là par exemple. Donc, W et Q dépendent du chemin suivi. Il en résulte que U est une fonction d'état. Et aussi, c'est un potentiel thermodynamique. Puisqu'il peut nous renseigner sur l'état 1 et l'état 2 de la transformation. Et W et Q ne sont pas des fonctions d'état. Donc, il faut bien retenir ces choses-là. On n'écrit jamais le travail échangé au cours de la transformation de l'état 1 à l'état 2 avec delta W, ni delta Q. Tout simplement, on va les écrire W et Q, le travail et la quantité de chaleur échangée. Par contre, la variation de l'énergie interne, qui est une variation intrinsèque au système lui-même, s'écrit par le delta U puisque c'est une variation. Le travail et la chaleur ou la quantité de chaleur ne sont pas des variations. Donc, ne peut pas être écrit avec delta, comme ceci, comme on a écrit pour la variation de l'énergie interne. Donc, ça, c'est un peu une variation importante, pas infinitésimale. Maintenant, on passe à l'écriture du premier principe à l'échelle infinitésimale. Ça veut dire sur des transformations infiniment voisines, infiniment proches, ça veut dire infinitésimale. Donc, lors d'une transformation infinitésimale, comme un point sur cette transformation-là, on peut considérer une transformation infinitésimale comme un point sur cette transformation. La variation de l'énergie interne s'écrit plus delta U, mais DU. Ça veut dire la différentielle de U qui est égale à delta W
Ça veut dire c'est la quantité ou le travail élémentaire échangé par le système au cours de cette transformation élémentaire. Et delta Q est la chaleur élémentaire ou infinitésimale échangée par le système thermodynamique avec le milieu extérieur au cours de la transformation infinitésimale. Donc, delta W comme delta Q sont des énergies échangées, mécaniques et thermiques. Par contre, DU, c'est la variation infinitésimale de l'énergie interne sur une petite transformation infinitésimale. Alors que delta W et delta Q ne sont pas des variations. Donc DU est la variation infinitésimale ou élémentaire de l'énergie interne au cours d'une transformation infinitésimale. Par contre, delta W et delta Q sont respectivement le travail et la quantité de chaleur élémentaire échangés par le système avec le milieu extérieur au cours d'une transformation infinitésimale. Voilà la définition, le premier principe à l'échelle infinitésimale. Et là, c'est le premier principe à l'échelle à grande échelle. Ça veut dire sur des transformations plus grandes. Au lieu d'une transformation infinitésimale, c'est une transformation très importante. Donc là, c'est pour une transformation infinitésimale. Remarque, cas d'un système isolé. Un système isolé, on l'avait déjà défini, c'est un système qui n'échange ni matière, ni énergie avec le milieu extérieur. Donc c'est un système qui n'échange ni travail, ni chaleur avec l'extérieur. La quantité de travail échangé et la quantité de chaleur échangée sont nulles. Donc si le travail et la chaleur n'ont pas été échangés avec le milieu extérieur par le système thermodynamique étudié, dans ce cas, sa variation de l'énergie interne est nulle. L'état U est nul, ce qui veut dire que l'énergie interne à l'état 1 est égale à l'énergie interne à l'état 2, puisque ça n'a pas varié au cours de la transformation, puisque le système n'a pas échangé de travail ni de chaleur avec le milieu environnant. Donc son énergie interne ne va pas varier, il va rester la même, donc il n'est pas affecté à son niveau microscopique, puisque l'énergie interne, c'est le reflet des énergies cinétiques et potentielles des particules à l'échelle microscopique du système thermodynamique. Donc l'énergie interne d'un système isolé reste constante. U égale constante. Invariable. Il faut bien se mettre dans la tête, si vous avez un système isolé, le système thermodynamique va garder son énergie interne constante. Ça veut dire la variation de l'énergie interne égale à 0, puisqu'il n'a pas échangé ni de travail, ni de chaleur. Rappel. Donc, on va rappeler ce qu'on avait déjà vu dans les chapitres précédents. Pour une transformation élémentaire, le travail élémentaire échangé par un système s'écrit delta W égale à moins P de X dV.
c'est la pression externe qui s'exerce sur le système. Si la transformation est quasi statique ou réversible, alors cette pression externe va être égale à la pression interne du système. Ça veut dire que le système et l'extérieur sont en équilibre, ils ont la même pression. La pression qui règne à l'intérieur du système thermodynamique est égale à la même pression qui est exercée sur lui de l'extérieur. Dans ce cas-là, l'expression du travail élémentaire devient moins PDV. La quantité de chaleur échangée ΔQ, il a trois expressions selon qu'on choisit comme variable thermodynamique indépendante de la température et le volume, c'est égal à CVDT plus LDV. Si on choisit comme variable indépendante la température et la pression, c'est égal à CPDT plus HDP. Ou bien, si on choisit comme variable indépendante la pression et le volume, ça va être égal à lambda dP plus mu dV. Si le volume est constant, ce terme dV est égal à 0. Donc, le travail échangé est égal à CV dt. Si P est constante, comme le cas du calorimètre, et cette pression constante, c'est la pression atmosphérique, donc dans ce cas, le delta Q égale à Cp dt. Alors, cette formule, on l'utilise dans le cas du calorimètre à pression constante, lorsqu'on veut mesurer les échanges thermiques entre les éléments introduits dans le calorimètre, qui peuvent subir des changements de phase ou non. Par contre, ΔQ CVDT, c'est la formule utilisée lors des échanges de chaleur dans le cas des réactions chimiques. Et pour cela, on utilise les bombes calorimétriques. Ça veut dire c'est des calorimètres fermés hermétiquement qui n'est pas à la pression atmosphérique. Donc, la pression au cours des transformations peut changer à l'intérieur de la bande calorimétrique. Par contre, le volume ne change pas, est constant. Donc, les chaleurs échangées vont être de la forme de CVDT. Alors, tout ça, CV, CP, L, H, lambda et mu, on les appelle les coefficients calorimétriques ou les coefficients thermiques. On va revenir sur ces coefficients calorimétriques ou thermiques dans le chapitre 5. De 4, on va prendre maintenant des transformations particulières. Et on va voir comment il se comporte l'énergie interne et sa variation. Commençons par le premier cas, transformation cyclique. Transformation cyclique, ça veut dire on passe par les mêmes états,
et on revient à l'état de départ. Donc, c'est une transformation fermée. L'état de départ, état A, est égal à l'état d'arrivée, état B. Donc l'état A et l'état B sont confondus. Et comme là, l'énergie interne est une fonction d'état, il ne dépend pas du chemin suivi, ça veut dire ne dépend pas de la transformation, il ne dépend que de l'état de départ et de l'état d'arrivée. Dans ce cas-là, puisque l'état d'arrivée est égal à l'état de départ A et B sont confondus, la variation de l'énergie interne n'a pas eu lieu. Donc sa variation est nulle. Ce qui veut dire que l'énergie interne à l'état A est égale à l'énergie interne à l'état B. Et c'est ce qu'on voit ici. Delta U égale à UA moins UB. Supposons que l'état d'arrivée c'est A et l'état de départ c'est B. Et c'est égal à 0. Ce qui implique que UA est égal à UB. Donc la variation de l'énergie interne au cours de la transformation est égale à 0. L'énergie interne à l'état d'arrivée et à l'état de départ sont identiques. Ce résultat veut dire que l'énergie interne du système étudié est la même à l'état A qu'à l'état B. L'énergie interne d'un système ne peut pas être mesurée. Tout ce qu'on peut mesurer est sa variation. Et comment on la mesure? Par le travail et la chaleur qui le changent, comme on avait dit dans la diapo numéro 3. OK. Petit b, une autre transformation, elle n'est pas cyclique celle-là, elle est isochore réversible. Isochore, ça veut dire le volume est maintenu constant. Sa variation est nulle. Réversible, ça veut dire la pression extérieure est égale à la pression du système thermodynamique. Mais comme le volume est nul, est constant, sa variation est nulle, le travail, lui aussi, il est nul. Delta W égale à 0. Et ça, on l'a vu avant, que le travail est changé au cours d'une transformation isochore égale toujours à 0, même si la transformation est réversible ou irréversible, indépendamment du type de transformation. Le travail échangé au cours d'une transformation isochore est toujours nul. Donc, ce qui reste, c'est la chaleur. Donc, le système va échanger uniquement la chaleur au cours de cette transformation isochore, puisque le travail élémentaire échangé est nul. Donc, ça devient, la chaleur devient égale à la variation élémentaire de l'énergie interne. Dans ce cas-là, on peut confondre la chaleur à volume constant avec l'énergie interne. C'est la chaleur échangée qui nous donne la variation de l'énergie interne à l'échelle microscopique, mais aussi sur une transformation microscopique, je veux dire à l'échelle d'une transformation infinitésimale, petite.
microscopique, ici, ça ne veut pas dire à l'intérieur de la matière. Ou à grande échelle. Donc, on peut dire à petite échelle, une transformation à petite échelle, ça veut dire élémentaire, une transformation à grande échelle. Donc, à grande échelle, on va intégrer l'énergie interne. Donc, prenons l'expression de la chaleur en fonction de la température et du volume, et appliquons le fait que le volume est constant, donc dV est nul, il reste uniquement pour dQV égale à CV dt. Donc ça veut dire que l'égalité entre ces deux expressions nous donne la variation de l'énergie interne élémentaire est égale à la chaleur ou la quantité de chaleur élémentaire échangée à volume constant et c'est égal à CV dt. Donc à volume constant, transformation réversible, la variation de l'énergie interne après intégration est égale à la chaleur échangée. Alors, V parce que le volume est constant. La quantité de chaleur Q devient une fonction d'état, puisque dQ, une différentielle totale est exacte, puisque dU est égal à dQ, donc ça veut dire est une différentielle totale et exacte. C'est comme si la chaleur devient une fonction d'état comme l'énergie interne, puisqu'il est égal à l'énergie interne. La variation de l'énergie interne, delta U, est égale à la quantité de chaleur échangée par le système à volume constant. Donc, dans le cas d'une transformation isochore réversible, la variation de l'énergie interne est égale à la chaleur échangée par le système avec l'extérieur à volume constant. Calculons delta U au cours d'une transformation isochore V constant réversible. On peut en déduire la quantité de chaleur QV échangée par le système et la capacité CV, la capacité thermique CV correspondante QV est égale à la variation de delta U. Donc on va appliquer la définition de DU, c'est la différentielle de DU, c'est la dérivée partielle de U par rapport à la température à volume constant dt, plus la dérivée de U par rapport au volume à température constante dV. Si le volume est constant, donc dV est nul, du reste égal à la dérivée partielle de U par rapport à la température à volume constant dt. Ce qui veut dire que d droit U sur d droit t est égal à d rond U sur d rond t à volume constant. Voilà ce qu'on tire de la relation de l'énergie interne. Maintenant, le premier principe, qui dit la variation élémentaire de l'énergie interne de U est égale à la chaleur et au travail élémentaire échangé par le système, ça veut dire delta Q plus delta W. Je remplace le travail lorsque la transformation est réversible par moins de PDV. Donc DU devient delta Q moins PDV. C'est la transformation irréversible. Après, je remplace delta Q par son expression ici, en fonction de la température et du volume. Ça veut dire, je remplace delta Q et j'ai l'expression du travail moins PDV. Donc DU, ça va être CV dt plus L moins P dV. Ça veut dire que la dérivée de U par rapport à T à volume constant est égale à CV et la dérivée de U par rapport à V à température constante est égale à L moins P.
Maintenant, si je rajoute le fait que la transformation, pardon, est isocore, en plus d'être réversible, est isocore, ça veut dire à volume constant dV est nul, du est égal à dqv est égal à cv dt, ce que j'avais déjà obtenu ici. Donc, pour résumer, la dérivée de d droit de u sur dt est égale à la dérivée de qv sur dt est égale à d rond u sur d rond t à volume constant égale à cv. Pour une transformation isocore réversible, la variation de l'énergie interne est du égale à dqv égale à cvdt. Donc, après intégration, ça veut dire sur une transformation, le delta U égale à la chaleur échangée par le système à volume constant, et c'est égal à l'intégrale entre les températures T1, T2, sans les températures de l'état 1 et de l'état 2 dt. Et si en plus CV est constante, donc il va sortir de l'intégrale et le delta U va être égal à QV égal à CV delta T. Delta T, ça veut dire c'est T2 moins T1. Le meilleur exemple qui peut illustrer ça, c'est dans le cas d'une bombe calorimétrique. Alors, voilà le récipient, donc place à l'intérieur et on le ferme hermétiquement et on aura des échanges de chaleur entre les réacteurs, ça veut dire les éléments qui entrent en réaction, qui interagissent entre eux, qui effectuent une réaction chimique. Le petit c, c'est la transformation adiabatique réversible. Adiabatique, lorsqu'une transformation est adiabatique, ça veut dire qu'il n'y a pas d'échange de chaleur du système avec l'extérieur, ni élémentaire, ni à grande échelle. Donc, la chaleur échangée à l'échelle élémentaire est nulle, comme la chaleur échangée à l'échelle plus importante. La transformation est adiabatique. Réversible, ça veut dire que la pression externe est égale à la pression interne du système. Donc la transformation réversible ou quasi statique, on aura ceci pour la pression. Ainsi, on va prendre notre relation du premier principe à l'échelle élémentaire, du est égal à delta W plus delta Q est nul, donc il reste delta W, et puisque le travail élémentaire est changé avec le milieu extérieur et les seul, donc on change le delta par D, c'est comme si le travail devient une fonction d'état comme U, puisque du est égal à delta W. Donc on peut dire
que DU est égal à DW. Mathématiquement, bien sûr. Donc la variation de l'énergie interne delta U est égale au travail échangé uniquement. Ça veut dire qu'il faut intégrer entre les volumes V1 et V2 de l'état 1 et l'état 2 la quantité PDV, au moins PDV. Donc dans ce cas-là, la variation de l'énergie interne devient égale seulement au travail lorsque la transformation est adiabatique réversible. Le travail dans ce cas devient une fonction d'état et dW est une différentielle totale exacte. La variation de l'énergie interne delta U est égale au travail échangé par le système. On prend une autre transformation dans petit d, la transformation isobare réversible. Isobare, ça veut dire pression constante. Réversible, ça veut dire que la pression externe est égale à la pression interne. Et comme la pression est constante, donc, la pression à l'état 1 et la pression à l'état 2 sont identiques. Donc, on va l'appeler P12, cette pression qui est constante. Donc, ça veut dire que la pression est égale à la pression N2. Donc, pour la chaleur échangée, chaleur élémentaire échangée delta Q, c'est égal à Cp dt, puisque P est constant, dP est constant, donc le terme en H dP va disparaître, puisque dP est nul. Donc, delta Q devient Cp dt. La variation élémentaire de l'énergie interne dU est égale à delta Q plus delta W. On remplace delta Q par Cp dt et le travail élémentaire par moins PEX dV et P de X c'est P1 demi, donc on remplace ici par moins P1 demi dV. On veut calculer la variation de l'énergie interne entre l'état 1 et l'état 2. Au cours de cette transformation qui fait passer le système de l'état 1 à l'état 2, le delta U est égal à l'intégrale de T1 T2, de T1 à T2 de Cp dt, moins P1 2 donc, est constante, il sort, donc il reste V2 moins V1 qui est l'intégrale de dV entre l'état 1 et l'état 2. Si en plus Cp est constante, alors on peut le faire sortir de l'intégrale et intégrer dt, ça va nous donner T2 moins T1. Donc delta U est égal à CPT2 moins T1 et moins P1 de V2 moins V1. Donc je fais passer ce terme-là de droite, je vais le faire passer à gauche. Ça va devenir delta U égale à plus P1 de delta V égale à Cp T2 moins T1. Et ceci, c'est la chaleur échangée par le système au cours d'une transformation isobare réversible. Alors qu'on avait vu que lorsque la transformation est isocore réversible, on avait delta U égale à QV. Ça veut dire la chaleur à volume constant. Et on avait dit que c'est utilisé surtout pour les bombes calorimétriques. Maintenant, les transformations isobare réversibles, ça nous donne cette quantité-là égale
à la chaleur échangée à pression constante. Et grâce à ce résultat, on va introduire une nouvelle fonction d'état qu'on va appeler H. Et qui va être égal à U plus PV. Ça veut dire delta H ici égale à QP. Et cette nouvelle fonction d'état, on l'appelle l'enthalpie. La fonction enthalpie, notée H, est définie par H égale à U plus PV. Donc H, c'est l'énergie interne du système plus le travail que ce système doit exercer contre la pression extérieure pour occuper son volume. Voilà la définition de H. C'est l'énergie interne du système plus le travail que ce système doit exercer contre la pression extérieure pour occuper son volume. L'enthalpie, comme l'énergie interne, sont des potentiels thermodynamiques. Ça veut dire qu'ils peuvent nous renseigner sur l'état de départ et l'état d'arrivée. H est une fonction d'état et aussi une grandeur extensive. Ça veut dire qu'il augmente aussi avec le volume. Si je mets ensemble deux systèmes avec des volumes différents V1 et V2, donc le volume total va être V1 plus V2. Et aussi, leur enthalpie, H1 pour le premier et H2 pour le deuxième, vont se rajouter. Donc, l'enthalpie finale va être la somme des deux enthalpies, H1 et H2. C'est pour ça qu'on dit que c'est une grandeur extensive. Pour une transformation isobare réversible, on a l'expression qu'on avait trouvée dans la diapo précédente, delta U, la variation de l'énergie interne sur la transformation, plus P, c'est la pression isobare, fois delta V, la variation du volume entre l'état 1 et l'état 2, est égal à delta H. Delta H comme delta U sont des énergies, donc ça veut dire leurs unités, c'est le joule dans le système international. Alors voilà l'expression de la chaleur en fonction de la température et de la pression. De manière générale, c'est CPdT plus HdP. Si la pression est constante isobare, dP est nul, donc dQp égale à CPdT, donc il devient droit, le delta devient droit. Et l'intégrale, c'est Qp entre T1 et T2 de CPdT. Par contre, le travail échangé est égal à moins P delta V. Donc, avec la variation de l'énergie interne est égale à W plus QP, ça veut dire au travail et à la chaleur échangée à pression constante, je remplace le travail par moins P delta V plus QP et je fais passer ce terme-là
de droite à gauche, ça devient delta U plus P delta V, donc c'est égal à QP. Et QP, c'est égal à delta H. Finalement, delta H, c'est QP. Et c'est égal à T1, entre T1 et T2 de l'intégrale de CP dt. Si CP est constant, ça va sortir, ça va être CP delta T ou CP T2 moins T1. Donc voilà la formule qu'on utilise dans le calorimètre. On dit c'est la chaleur, mais en fait c'est la variation de l'enthalpie. La variation de l'enthalpie delta H du système au cours d'une transformation isobare réversible est égale à la quantité de chaleur QP échangée par le système à pression constante. L'enthalpie H a la dimension d'une énergie et s'exprime en joules dans le système international. L'enthalpie d'une réaction chimique s'exprime généralement en calories mol. En kilojoules par mol. C'est-à-dire kilojoules par mol. Donc, parce que les réactions chimiques s'effectuent pour une unité de mol. Donc, pour une mol, on a tant de kilojoules. Remarque, l'enthalpie H, comme l'énergie interne, sont des fonctions d'état. Ça veut dire qu'ils ne dépendent pas des chemins suivis par les transformations. Ils ne dépendent que de l'état de départ et de l'état d'arrivée. Le delta H comme le delta U sont nuls quand la transformation est cyclique. Ça veut dire que la transformation se fait sur un circuit fermé. L'état d'arrivée est égal à l'état de départ. En calculant la variation d'enthalpie delta H pour une transformation isobare à pression constante réversible, on va déduire la quantité de chaleur QP échangée par le système et la capacité thermique CP, puisque QP est égal à delta H. Donc on revient à la définition de la différentielle de H par rapport à la température et à la pression. Donc on aura ceci, et si la pression est constante, donc le dH se réduit à ceci, puisque dP est nul. Ce qui veut dire que si je divise dH par dt, donc c'est égal à d rang H sur d rang T à pression constante. Donc à pression constante, dH sur dt, c'est la même chose que d rang H sur d rang T à pression constante. À partir de la définition de H en fonction de l'énergie interne et du produit PV, donc H est égal à U plus PV, dH est égal à DU plus D de PV. Alors, DU, d'après le premier principe, c'est égal à la chaleur élémentaire plus le travail élémentaire échangé par le système, plus dPV pour dH. Donc, je calcule le dH devient égal à delta Q. Le travail, c'est moins PDV. La dérivée de ce produit, c'est VDP plus PDV. Donc, je simplifie par moins PDV et PDV. Il va me rester dH est égal à delta Q VDP
lors d'une transformation réversible. Donc, dH devient égal à delta Q plus VdP. Je remplace l'expression de la chaleur par son expression, ça veut dire CPdT plus HdP, et plus VdP, ça va me donner ça, CPdT plus H plus VdP. Donc ça veut dire que la dérivée de H par rapport à T à pression constante, c'est Cp, et la dérivée de H par rapport à la pression à température constante, c'est L plus V. Si la transformation est isobare, ça veut dire pression constante dP est égale à 0, ce terme-là s'annule, il va rester dH est égal à dQp égal à CpdT. Dans ce cas-là, le rapport de dH sur dt, qui est égal au rapport de dQp sur dt, égale aussi à la dérivée partielle de H par rapport à la température à pression constante, et c'est égal à Cp. Pour une transformation isobare réversible, la variation d'enthalpie TH est égale à dQp égale à Cp dt. Sa variation delta H est égale à Qp, l'intégrale de T1 à T2, Cp dt. Et si en plus Cp est constante, ça veut dire il reste constant sur la plage des températures T1 et T2, ne change pas. Dans ce cas-là, delta H est égal à Qp égale à Cp dt. Le meilleur exemple, c'est le calorimètre pour les changements de phase ou pas, comme le calorimètre à base de Dewar que vous avez ici. Ce chapitre est terminé et merci.